Alors, les terriens de ce soir sont Marie-Lise Lebranchu, bonsoir. Vous êtes ministre de la fonction publique et vous êtes ici ce soir, Marie-Lise, pour un livre choc. Non, tous les fonctionnaires ne sont pas des feignants, mais il y en a quand même un bon paquet. Oh non, n'importe quoi, ça commence mal. Un livre qui va faire du bruit. Hein. Autre terrien avec nous ce soir, Michel Serres. Bonsoir. Michel Serres, vous êtes philosophe, membre de l'Académie française, vous avez 82 ans. Si ça se trouve, vous êtes le seul immortel, vraiment immortel. Il y en a beaucoup plus vieux que moi. Ah bon? Autre terrien avec nous ce soir, Bruno Solo. Alors Bruno, vous soutenez toujours François Hollande? J'espère que vous avez un bon conseiller fiscal au moins. En tout cas, il me fait moins cauchemarder que son prédécesseur. Ah d'accord, ben voilà, on en parlera. Et enfin, Dedo. Dedo, bonsoir. Vous êtes humoriste. On vous a découvert dans le Jamel Comedy Club. Vous aviez une particularité assez incroyable. Vous étiez blanc. C'est vrai, j'étais un des rares. Pas facile à assumer, j'imagine. Non, parce qu'à partir du moment où on a certaines capacités en athlétisme, tout se passe très bien. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Marielle Blanchier, qui raconte son quotidien de mère de 12 enfants. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Bruno Solo, rebonsoir. Re-bienvenue dans Salut les terriens. Alors, me dites rien, là, on est début mai, vous êtes ici pour le Festival d'humour de Paris, non? Humour en capitale. Voilà, c'est ça. Hein. Faut dire que depuis que le PSG joue bien au foot, le seul endroit où on peut rigoler maintenant, c'est l'humour en capitale. C'est gentil de venir me voir, mon petit Bruno. Ça me Mais fait vous savez, plaisir. l'attachement qui est le mien vis-à-vis de vous. Comment ça va? J'ai été plus malheureux. La famille, ça va? Ah oui. Tom, Angèle? Oui. Ça leur fait quel âge maintenant? J'en reviens pas là, c'est les questions. Mon fils va sur ses 14 ans et ma fille a 8 ans. Et Véronique, ça va? Elle va très bien, Véronique. Toujours à Meudon? Dis-moi, t'as refait des trucs dans la maison, non? Non, mais c'est... Depuis que t'es passé, ouais, j'ai tout changé. Ah ouais? Il m'a mis des bustes de Louis XVI partout, etc. J'ai dit, allez, on me vire tout ça. J'ai mis la gueule de Jaurès en très gros dans le... Aïe, aïe, aïe! Alors, ton festival de comics, ça marche, là? Ça va bien? Bah oui, c'est un beau festival qui permet de faire découvrir de jeunes talents. Ouais. Voilà, le Kev Adams, par exemple, fait partie des jeunes talents qui ont été découverts du monde capital. Gaspard Proust aussi a été, il y a quelques années, découvert, enfin, pas c'est découvert, mais en tout cas honoré par le festival, par le public et un jury de professionnels. Alors, tu es sur scène en ce moment au Théâtre Marigny avec Laurent Deutsch, Pef et Claire Nadeau, entre autres, pour une pièce de La Biche. Mais dans le cadre du festival Humour en Capitale. C'est la première fois qu'on a décidé de montrer une pièce dans le cadre du festival. Et le 14, ce sera retransmis en direct sur France 2 à 20h30. Alors le pitch est infernal, hein. Moi je le fais pas. Hein. C'est le principe même, c'est l'essence même du vaudeville. Ouais. C'est que l'histoire doit être extrêmement complexe, que tout le monde doit s'y perdre, que c'est des quiproquos, des gens qui s'écoutent ou qui ne s'entendent pas. On ne sait plus qui est qui fait quoi, pourquoi. Il faut avoir l'air sans avoir l'air. Et donc on se perd là-dedans et au bout du compte, il y a toujours une résolution d'une fluidité qui est due à l'écriture des trois grands auteurs de vaudeville français que sont Labiche, Feydeau et Courteline. Ça me fait plaisir de vous voir, Bruno. Merci. Moi aussi, ça fait plaisir. Vous êtes mon acteur de gauche préféré avec Gérard Duty, vraiment. Alors, ça fait quoi d'avoir un président de la République socialiste? J'aimerais le sentir un peu plus qu'il est socialiste parfois. Je m'attendais à certains changements. Je les vois dans la manière par exemple, de traiter la politique, sur la justice, par exemple. Là, je sens effectivement des changements. Mais bon. Mais en revanche, sur le terrain, je suis extrêmement triste. On a battu le record de chômage depuis 1997. Justement, à partir de combien de millions de chômeurs vous arrêterez de défendre François Hollande? Mais c'est pas une question de défendre François Hollande. C'est pas aussi binaire que ça. Vous le savez, enfin. Alors justement, pour voir si vous êtes toujours de gauche, je propose qu'on fasse un gauchomètre. Est-ce que vous êtes abonné à Télérama? Non, mais je l'achète. Dans quoi avez-vous investi l'argent de Caméra Café? Dans d'autres productions, des films et des pièces de théâtre qui ont marché, et puis beaucoup qui se sont cassés la gueule, et je le ressens très fort en ce moment. Vos enfants sont-ils inscrits dans une école publique?
semi-public. Aïe. C'est une école qui est à Meudon, justement, qui a un enseignement Montessori, et dans lequel, effectivement, on contribue en fonction de nos revenus à donner un petit peu d'argent. Ceux qui ont moins d'argent ne donnent quasiment rien, et ceux qui en ont un peu plus contribuent à participer à l'effort collectif de cette école. Donc vous voyez, c'est une école participative et très belle. Est-ce que vous avez une maison à l'île de Ré? Il m'est arrivé à avoir un petit pull bleu sur les épaules, etc. Pour aller en vélo au marché bio? Voilà, marcher en vélo au marché bio et tout, mais pas à l'île de Ré, non. Non, je suis plutôt sud-ouest. Êtes-vous gêné quand vous mangez du homard? Je suis gêné pour lui parce que je sais ce qu'on lui a fait subir avant, surtout. Vous êtes favorable à la taxe à 75% sur les plus hauts revenus? De toute façon, que j'y sois favorable ou pas, je la prends. Moi, quand j'aime quelqu'un, je ne le quitte pas. Vous avez déjà eu envie d'une Rolex? Pour avoir l'air d'un vieux con. En avion, vous voyagez toujours en classe éco? Comme j'ai les moyens de m'offrir autre chose, non, je prends... Ah ouais. Je vais en business. Enfin, moi, ma femme et mes gosses, je les mets en éco. Ouais. Vous êtes déjà énervé dans la file d'attente à la poste? Mais arrêtez de me casser les couilles avec vos questions, là. Je m'énerve pas. Vous m'avez déjà vu m'énerver, moi? Je m'énerve pas. Ah, j'ai la chance d'avoir un peu de sang-froid. Venez pas me chauffer, là. Ah, c'est invraisemblable, ça. Je suis un garçon délicat et subtil. Ça t'emmerde que je sois subtil? C'est fou, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais à la poche, j'envoie mon valet de chambre. Ah oui, d'accord. Ça commence comment, l'international, Bruno? C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain. Là, c'est la fin, mais parce que j'allais international sera le genre humain. On a fait la fin, j'ai fait la fin. Parfait. Vous êtes toujours de gauche, quoi. Le gauchomètre nous l'a prouvé. Ouais. Mais je suis pas abonné à Télérama. Ah, je l'achète pour pouvoir être libre, quand même. Et maintenant, je reçois... le prince des ténèbres. Prince des ténèbres, bonsoir. Bonsoir, merci Thierry d'être là. Vous êtes assez rare à la télévision, finalement. C'est vrai. C'est marrant, comme j'ai reçu Karl Lagerfeld la semaine dernière. Ouais. Il faisait plus prince des ténèbres que vous, quand même. Oui, mais ça, c'est autre chose. C'est parce qu'il est plus poudré, c'est autre chose. Oui. Alors, vous êtes donc le fils de Satan, l'héritier de Lucifer, le suppôt de Méphistophélès. Et vous êtes en spectacle au théâtre Les Feux de la Rampe. Ouais. J'adore le slogan sur votre affiche. Si vous avez aimé les choristes, n'y allez pas. C'est important. Vous faites des gloires à Satan sur scène? Non, pas spécialement, mais je fais ça plutôt chez moi, comme un hobby. C'est comment votre signe, là? C'est ça, en fait. Ah oui. Voilà. Vous pouvez le faire? Parce que c'est très rare qu'on le fasse, justement. Voilà, exactement. Pourquoi? Vous êtes convertis, tout le monde est converti, c'est parfait. Vous chantez toujours Tu tes parents? Je le fais des fois en rappel quand on me la demande, ouais. Tu tes parents, tu verras, c'est marrant. Hein? Exactement. Une hymne un petit peu à la joie, en fait. Voilà, tout ce qui est- c'est très sympa. On regarde à quoi ça ressemble. Jamais contente. Toujours un problème. Ça, vous êtes obsédé par les régimes. Vous pesez vos aliments. Vous pesez vos aliments! Et à cause de vous, on a inventé les pèse-aliments. Vous faites régresser l'humanité, vous êtes consciente de ça ou pas? Parce que vraiment, c'est chaud. Le feu, la roue, l'aéronautique spatiale, Internet, des pèse-aliments! Arrêtez de peser les aliments, d'accord? On ne pèse pas les aliments. On ne pèse pas les aliments. Vous croyez que les tomates entre elles sont là? Ouh là là, 25 grammes, j'ai un peu pris. Non! Non! Alors lâchez-nous avec vos problèmes de régime tout le temps, et n'importe où en plus. Des fois vous êtes là, ah non, repose cela, non, repose. Prends les yaourts taille fine. Ouais, ça fait mincir. Ah. Et les Maminova, ça fait vieillir? Eh ben alors ferme ta gueule, c'est nul. Dedo, le prince des ténèbres, au feu de la rampe. Alors en fait, vous appelez Sébastien. Si je vous appelle Sébastien encore, comme ça, je vais niquer votre business ou quoi? Pas du tout, vraiment bon pas du tout. La plupart du temps, on me demande souvent Dedo, pourquoi Dedo? Dedo Minicis. Voilà, c'est un diminutif de mon nom de famille, exactement. Ouais. Alors vous êtes né le 12 décembre 1978 à Sèvres. J'ai l'impression d'être chez les flics, vraiment, c'est Ouais, très étrange. c'est un peu l'idée, ouais. Tout tombe. Ouais. Ouais, à Sèvres, oui. Vous avez été élevé par vos grands-parents, pourquoi? Parce qu'en fait, ma mère a pas pu me garder à une époque parce qu'elle avait eu un accident de voiture. Vas-y. Et du coup, j'ai été élevé par mes grands-parents. Ouais, ouais. Mais qui était sympa. Ah, qui était très très sympa. Très très cool, en fait. On dit souvent qu'on recherche, par exemple, on recherche la mer
dans ses relations futures. Si ça avait été le cas par rapport à moi, mon éducation, en fait, je me serais beaucoup caressé sur des damars catalogues d'adolescence, ce qui n'a pas été le cas pour le coup. Voilà. Il faut replacer les choses dans leur contexte. Alors, votre premier choc, c'est quand vous voyez le film de Todd Browning qui s'appelle Freaks. Ouais, tout à fait. Vous avez 8-9 ans, donc ceci explique un peu cela. Exactement. Le deuxième choc, c'est quand un pote vous rapporte des USA une VHS de Richard Pryor. Tout à fait. Et le troisième choc, c'est quand vous rencontrez Kader Aoun à la Fnac des Halles, et 6 mois après, vous faites partie du Jamel Comedy Club. Et cette idée d'être blanc au Jamel Comedy Club, c'est un peu comme être noir au Ku Klux Klan, d'une certaine façon. C'est ça, c'est du décalage. Mais déjà, à la base, en plus, j'habite dans le 93. Donc, Ouais. le simple fait d'être métalleux dans le 93, si vous voulez, c'est un petit peu comme se balader dans la jungle avec un pantalon en viande. Alors, c'est vrai que pendant le ramadan, il vous a arraché votre pain au chocolat au Jamel Comedy Club. Ouais. C'est vrai, c'était impossible. Et du coup, j'étais obligé de Impossible mettre à des dire. bouts de jambon dans ma gourde pour pas qu'on m'emmerde. C'était vraiment fatigant, ces histoires. Finalement, cette différence qui vous a boosté, quoi. Ouais, un peu. Bah, c'est vrai que du coup, ça m'a un peu mis en avant, en tout cas au niveau de l'image. Et ça a été intéressant, parce qu'après, je disais aussi des choses intéressantes dans mon texte. Alors, Marie-Lise Lebranchu, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes ministre de la Réforme, de la décentralisation et de la fonction publique. Oui, monsieur. Et vous êtes ici ce soir pour répondre à la question que tout le monde se pose. Pourquoi les ministres de ce gouvernement ont toutes des prénoms bizarres? Marie-Lise, Marie-Arlette, Carlotti, Bah oui. Marisol, Touraine, Fleur, Pellerin. Il y en a même une qui s'appelle Georges. Georges Paul-Langevin. Je n'ai jamais remarqué ça. À droite, c'est plutôt Nadine, Nathalie, Chantal, je sais pas. Ah, mais moi c'est simple. J'avais un père distrait. Puis arrivé à la mairie, il savait plus très bien. Donc il a collé les 2 premiers, il a oublié le 3e. Donc j'en ai qu'un. Il est bien, Marie-Lise. Hein. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ah, moi, ma prochaine j'aime fille, bien. je l'appelle Marie-Lise. J'espère pour elle. J'espère pour elle. Alors, Marie-Lise, vous êtes née à Loudéac, Oui, c'est au milieu de la Bretagne. dans les Côtes d'Armor. Vous êtes l'une des Bretonnes les plus appréciées des Bretons et sans être alcoolique en plus, ce qui est quand même... Ça, c'est vous qui le dites. Alors, en Bretagne, vous passez vos vacances avec Martine Aubry. Oui. Ben enfin, c'est la plus drôle que je connaisse. Non. Ben si. Ah ouais. On aime bien manger au homard, je suis désolée, parce que nous, on le pêche en plus, donc on lui fait du mal. Mais on aime bien discuter de tout, de rien, de regarder la mer. C'est beau, la Bretagne. Donc, oui. Ouais. Mais elle est marrante, Oui, Aubry, elle est drôle, oui. Elle est drôle. Elle est drôle. Ça se voit On pas s'ennuie trop. jamais avec Ouais, elle. ça se voit pas. Alors, en ce moment, on voit pas mal de ministres à la télévision, parce que vous avez du temps libre, en fait, en attendant le retour de la croissance aux États-Unis. Ça, c'est nul, franchement. c'est nul. D'abord, on n'a pas de temps libre, on bosse beaucoup. La seule chose, c'est qu'on ne nous applaudit pas beaucoup. C'est pour ça que je suis venue aujourd'hui, parce que j'étais sûre, j'avais vu l'émission avant, Ouais. que si je venais ici, on allait m'applaudir. Voilà, ça va bien. Alors, ça fait maintenant 1 an que François Hollande est président de la République. Alors, on fait un premier bilan, on parle d'autre chose, histoire de ne pas trop se flinguer le moral. Je suis allée sur toutes les questions que vous posez. Ah ouais. Mais l'histoire d'Hollande, là, franchement, ça fait un peu blague de copain qui dégénère et qui devient rapidement incontrôlable. J'ai jamais trouvé que c'était une blague de copain, non. Parce qu'en fait, quand on regarde bien son histoire, il avait tracé un chemin, il a voulu exercer cette fonction, il l'exerce. Moi, je crois que c'est assez remarquable, au contraire. Et c'est pas une blague de copain, c'est une construction. Ça a été une campagne électorale de fête. Alors peut-être que c'est ça l'origine de la tristesse de Bruno Solo. Et on a beaucoup fait la fête et puis après... Ouais. Après, il y a la réalité. C'est très difficile. Ouais. C'est vrai qu'il bat un record, Hollande, là. Hein, d'impopularité, quoi, mais je veux dire. Oui, non. Moi, mon espoir aujourd'hui, c'est qu'on commence par le plus dur et qu'on y avance. Et vous voyez, quand je réhabilite la fonction publique, l'action publique, le service public, moi, je suis assez fière de ce que je fais, mais ça ne se sait pas. Marie-Lise, est-ce qu'on vous fait souvent la blague ministre de la ponction publique? Non. Non, on ne fait pas ça. Non, vous le faites pas. Enfin, vous êtes la chef de tous les fonctionnaires et c'est Oui. super de venir Oui. bosser un samedi soir. Ouais, c'est bien. Il y en a même qui bossent le dimanche, et le soir et la nuit. Ah ouais. Fonction publique, c'est pas le vieux guichet poussiéreux d'autrefois. Ouais. Vous qui connaissez bien le dossier, on fait comment pour pas s'énerver à la poste? Alors, pour pas s'énerver à la poste, il faut aller à la bonne heure. Il faut y aller avant 17h, juste là. Si vous arrivez à -5, effectivement, c'est là que vous vous énervez. Mais c'est pourquoi vous n'y allez pas à 13h C'est une bonne idée. Alors, il y a beaucoup de mécontentement chez les fonctionnaires à cause des promesses non tenues de François Hollande. Alors, les fonctionnaires, ils sont en colère de 10h à 12h et de 14h à 16h, 15h le vendredi, non? Non, mais vous êtes en train de dire comme les autres. C'est facile, ça. Dire du mal des fonctionnaires, C'est ce qu'il y a de un plus sport facile. national. Moi, Ouais. vous voulez que je m'occupe des journalistes de télévision? Donc c'est sur vous que reposent en fait les économies que le gouvernement doit faire. Hein. Vous avez fait des économies, vous avez fait 100 € au moins?
Je crois qu'on va arriver à 3 milliards, mais c'est déjà beaucoup. Vous allez faire 3 milliards d'économies? Oui, sur les aides aux entreprises, sur les achats, sur la gestion... Oui, et puis vous savez que le gel des salaires des fonctionnaires, ça fait 3 ans. Et pour ça, vous les soutenez, je suppose. Parce que, de tout mon cœur. Ouais, voilà. Alors Marie-Lise, votre projet de loi sur la nouvelle organisation des collectivités territoriales a été flingué par l'exécutif. Vous étiez dépité, vous étiez écœuré, c'est ce que vous avez dit. Qu'est-ce qu'elle dit, ça? Ben, c'est vous qui avez dit ça? Non, mais j'ai trouvé ça difficile, très difficile. Ouais. Parce qu'en fait, avant les élections, tous les représentants d'associations sont enthousiastes à faire des projets. Puis, une fois qu'on passe à la mise en œuvre, c'est beaucoup plus difficile. Ils vous l'ont séquencé, votre réforme, voilà. ouais. C'est dommage. Mais on va s'en sortir. Je vous remercie d'être solidaire de cette histoire. Mais Hollande, à force de vouloir être d'accord avec tout le monde, ne va pas se fâcher avec tout le monde. Et là, c'est pour faire plaisir aux sénateurs socialistes qu'il a flingué votre réforme. Alors, c'est pas du tout Hollande, parce que vous savez, dans un gouvernement, il y a un Premier ministre aussi. Mon Dieu, c'est vrai. Mon Dieu, j'y pense. Comment il s'appelle? Mais oui. Qu'est-ce que c'est fait? Comment il s'appelle? Héros, mais oui. Voilà. Alors, comment il est? Peut-être un peu trop dur. Ah oui? Pourquoi on ne met pas Martine Aubry Premier ministre? Alors, ça, moi, c'est l'idée. Je ne suis pas président de la République, je le regrette. Il y a un prénom qui passe bien en plus, parce que c'est là pour le coup, tout le monde connaît Martine. Oui, c'est vrai, mais non, il n'aurait pas pu faire ça. Mais bon. Martine au ministère. Martine à Matignon. Ouais, Martine à Matignon. Non, mais je peux même plus en placer une. Non, pardon, excusez-moi, Marie. Non, mais sérieux, Martine Premier ministre, alors. C'est quoi cette idée d'opposer tout le temps quelqu'un à quelqu'un d'autre? Il y a un Premier ministre, il fait son boulot, il le fait avec ses convictions aussi, parce que ce qu'on ne voit pas, je trouve, du Premier ministre, c'est un homme convaincu. Moi, j'aime bien quand, devant les militants, lundi soir, on faisait un déplacement en Ariège, et là, donc, pas de journaliste, il leur parle vraiment, on sent l'homme de gauche convaincu. Et sans doute, le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est que cette conviction, après tout, il devrait l'exprimer davantage. Mais oui, mais il ne se lâche pas assez, Jean-Marc. Non, mais c'est parce que c'est compliqué. Parce que des gens comme vous... Il faut dire de fumer des pétards. Alors, il n'y a pas le droit de fumer des pétards. Ah bon, il n'a pas le droit. Quand on est Premier ministre, non, mais c'est marqué dans le droit, tout ça. Donc, oui, voilà. Et quand on est ministre de la fonction publique, on peut fumer des pétards, il n'y a pas de problème. Alors, non. Ah bon? Parce que j'aurais terriblement peur de ne plus me contrôler. Donc c'est uniquement quelque chose de personnel. Ça serait peut-être pas plus mal au final. Ouais, non, c'est pas vrai. Là, vous êtes bien, vous êtes under control. Non, justement, peut-être pas suffisamment. Je me contrôle. Pardonnez-moi. Peut-être pas suffisamment. Bon, alors, Michel Serres, bonsoir. Vous êtes philosophe, épistémologue, homme de lettres, professeur à l'université de Stanford, en Californie, membre de l'Académie française. Et vous êtes l'auteur du livre Petite Poussette, qui caracole en tête des ventes depuis plusieurs mois. 100 000 exemplaires, Michel. Alors vous dites, Michel, en fait, trop engagés depuis Sartre dans la politique, les philosophes n'ont pas vu l'ampleur du changement du monde, et un philosophe qui n'anticipe pas, c'est un historien. Je ne suis pas Madame Soleil, bien entendu, mais l'essentiel, c'est de percevoir les signaux faibles. Par exemple, il y a 50 ans, il était remarquable que la société allait changer, qu'elle ne serait plus une société purement de production, mais de communication. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai écrit, évidemment, les livres qui s'appellent Hermès, dont Petite Poussette n'est que la petite fille. Voilà. Vous étiez pratiquement le premier à dire ça. Mais seulement, quand vous le dites il y a 50 ans, personne ne vous entend. Ouais. Il faut toujours une inertie sociale un peu déterminée pour finir par être entendu. À l'époque, on vous a beaucoup critiqué, vous avez été raillé. Oui, mais bien sûr, j'ai même été foutu dehors de la philo. Oui, voilà, bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, vous dites, nous sommes aujourd'hui en présence de nouveaux humains qui cohabitent avec les anciens humains que nous sommes. J'appelle grand-papa Ronchon et Petite Poussette. Ouais, voilà. Il y a deux populations. Alors, les nouveaux humains sont les enfants du numérique, comme Petite Poussette. Vous dites, c'est une intelligence supérieure. C'est une autre intelligence. C'est-à-dire que, par exemple, le mot « maintenant », tout le monde croit que ça veut dire aujourd'hui. Oui. Mais maintenant, ça veut dire tenant en main. Oui. Tenant en main. Pour cette et par conséquent, vous prenez votre portable et Petite Poussette dit maintenant, tenant en main quoi? Mais elle tient en main tous les lieux avec GPS ou Google Earth. Elle tient en main toutes les informations avec Wikipédia et les moteurs de recherche. Et elle tient en main toutes les personnes parce qu'il y a un théorème de mathématiques qui dit que n'importe qui peut appeler n'importe qui dans le monde en 4 coups de téléphone.
On appelle ça le théorème du petit monde. Par conséquent, Petite Poucette dit « maintenant, tenant en main le monde ouais. ». Mais qui pouvait dire « maintenant, tenant en main le monde » il y a à peine 1000 ans? Ben, si, Auguste, empereur de Rome, pouvait dire ça. Oui. Louis XIV pouvait dire ça. Un milliardaire américain pouvait dire ça. Attention, maintenant, il y a 3 milliards de petites poussettes dans le monde qui peuvent dire « maintenant, tenant en main le monde ». Et ça, c'est de l'utopie politique parfaite. Vous voyez ? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça nous promet? Moi, du coup, je voulais vous demander, est-ce que vous trouvez qu'il y a une vraie évolution du monde depuis la création de YouPorn? De toute façon, cette création date de l'origine des temps. Je m'excuse. Oui. Le porno date de Adam et Ève. Je vois simplement, vous connaissez YouPorn. Ils étaient tous... Moi, je connais pas. Ah, Marie-Lise non. Vous connaissez pas YouPorn? Oh, Marie-Lise. Oh, deux trucs, faut vous mettre au porno et à la fumette. Qu'est-ce que vont me dire mes petits-enfants qui vont vous entendre? Non, ils ne regardent pas cette émission, elle interdit aux gosses. Alors, disons, il fait peur aux enfants. Mais il ne fait pas peur à Petite Poucette. Non, pas du tout. Non, non. Parce que Petite Poucette aussi a une caractéristique, c'est-à-dire les médias type télé ou type radio, ouais. c'est peu d'émetteurs et beaucoup de récepteurs. Ouais. La toile, c'est l'inverse. C'est autant des récepteurs que d'émetteurs. Ouais. Et par conséquent, ça change complètement la donne, y compris la vôtre. Ça ne sert plus à rien de faire animateur de télé. La société est changée. Eh oui. Bah oui, bien sûr. Parce que quand il y a peu d'émetteurs, peu de gens peuvent tenir en main l'émission. Et maintenant, c'est plus possible. Ouais. Parce que vous travaillez sur la volonté de faire... prendre conscience aux gens du nouveau pouvoir qu'ils ont. C'est le sujet de Petite Poucette. Prendre conscience du pouvoir, c'est-à-dire prendre conscience du pouvoir que chacun, maintenant, tenant en main le monde. Mais qu'est-ce qu'elle va en faire de son pouvoir, Petite Poucette, alors? Alors ça, je ne suis pas Madame Soleil. Ouais. Je peux faire de l'anticipation, mais je ne peux pas dire quel type de pouvoir ou comment s'organisera ce pouvoir. Alors, c'est extraordinaire de voir le seul mec de 82 ans à être excité par ce que peuvent apporter les smartphones. Mais franchement... Vous le trouvez comment, ce 21e siècle? Vous avez expliqué que ce serait des voitures volantes, et finalement, il y a toujours Michel Drucker, quoi. Ça... non, mais sérieux, ça change pas vraiment. Ça change et ça change pas. C'est-à-dire que dans l'ordinateur, qui est le couple support-message, c'est la troisième révolution qui arrive. La première, ça a été l'écriture, la seconde, ça a été l'imprimerie, et maintenant, c'est la nouvelle. Mais réfléchissez à ce qui s'est passé dans les deux révolutions en question, tout a été transformé. Ouais. Le droit, la politique, la science, la religion, tout. Et ce qui est en crise aujourd'hui, c'est précisément ce que cette révolution met en crise, c'est-à-dire tout. Et par conséquent, le 21e siècle, c'est ça. Ouais. C'est précisément ce qui se passe grâce à ces nouvelles technologies. Vous ne trouvez pas que l'avenir, c'était mieux avant, quand même, non? Ça, c'est grand-papa Ronchon qui dit ça. Et c'était mieux avant, et je lui réponds, oui, nous avons été gouvernés que par des braves gens, c'est-à-dire Franco, Mussolini, Hitler, Staline, Lénine, Mao Tse-tung et Pol Pot. C'était parfait, c'était que des braves gens. C'était beaucoup mieux avant, il y a eu 100 millions de morts. C'était beaucoup mieux avant. Nous sommes en paix depuis 65 ans, cher ami. Oui, mais cette génération de petites poussettes qui va changer le monde, c'est quand même celle qui se marre en tapant LOL et qui écrit « ça va » avec un S, quand même. C'est-à-dire, elle ne va pas changer le monde. Le monde a déjà changé, voyons. Réveillez-vous, mon cher. J'adore. Ah, bravo. On passe maintenant au dossier de la semaine avec l'édito de Blacko, et c'est l'ami de Marie-Lise Lebranchu, Éric Brunet, qui anime Carrément Brunet sur RMC, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. La France n'est pas le plus grand pays du monde, ce n'est pas non plus le plus riche, ni le plus peuplé, mais après tout, quelle importance, puisque la France reste le plus beau de tous les pays. La preuve, sur Terre, il y a 197 pays, et celui qui attire le plus de touristes, eh ben c'est nous. Oh, mon amour. 7 milliards de terriens rêvent de venir en France au moins une fois dans leur vie. Alors, quand on a la chance d'habiter ici, pourquoi partir ailleurs ? Le problème, c'est qu'en ce moment, l'expatriation est à la mode. Faut dire que c'est un truc de winner. Ceux qui s'expatrient, c'est les meilleurs. Nos meilleurs acteurs, nos meilleurs chanteurs, nos meilleurs sportifs se sont déjà barrés depuis longtemps. Maintenant, ce sont les cadres sup qui les imitent. À la sortie des grandes écoles, 30% des diplômés se font embaucher à l'étranger. Motivation numéro 1, gagner plus de fric. Motivation numéro 2, accélérer sa carrière. Pendant ce temps-là, les ouvriers, les employés, les techniciens, les profs, les pompiers, les infirmières, bref, la plupart des Français restent cloués au sol. Mais il leur suffit de lever le nez
pour voir passer les avions de ligne qui transportent les élites mondialisées d'une capitale à l'autre, en business class s'il vous plaît. Faut les comprendre les élites. Quand t'es jeune, riche et en bonne santé, pourquoi rester en France? Le gros défaut de la France, c'est qu'en plus d'être belle, elle est généreuse. Le meilleur système de santé au monde, l'un des meilleurs systèmes de retraite et un système de protection sociale qui fait des envieux. En France, on ne laisse personne de côté, ni les malades, ni les vieux, ni les pauvres. Car en plus d'être libres et égaux, les Français sont censés être fraternels. Et aujourd'hui, c'est là que ça coince. La crise fait tanguer le pays et les riches ne pensent qu'à quitter le navire au lieu de se sentir un peu solidaires de ceux qui restent coincés dans la cale. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On va quand même pas les supplier de rester. Après tout, comme disait l'autre... Si on a que ça gêne d'être en France, je le dis avec le sourire mais avec fermeté, qu'ils ne se gênent pas pour quitter un pays qu'ils n'aiment pas. Il avait raison, Sarko. Il y a des gens bourrés de diplômes qui sont capables de traverser la Méditerranée dans une barque et de risquer leur vie pour venir travailler en France. Alors, est-ce qu'ils ne feraient pas de meilleurs Français que tous les petits malins qui crient sauf qui peut en rêvant de quitter le navire France dès que ça tangue un peu? Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Éric Brunet, bonsoir. Bonsoir. Vous animez Carrément Brunet du lundi au vendredi à 13h sur RMC et c'est un vrai carton. Alors Éric, il y a un an, vous publiez Pourquoi Sarko va gagner, un incroyable livre de science-fiction. Il n'a pas perdu et je n'ai pas précisé de quelle mandature je parlais. D'accord. Il n'a pas encore perdu, vous savez bien. Et vous revenez aujourd'hui avec Sauf qui peut, aux éditions Albin Michel. Alors le pitch, c'est la France est rongée par le cancer de l'égalitarisme. L'heure est venue pour les Français d'émigrer en masse avant de revenir réveiller le pays. Donc en fait, c'est très patriotique, votre démarche. Vous les appelez d'ailleurs les expatriotes. Pour vous, c'est pas de la lâcheté, non, mais du courage. Vous voyez la France occupée par une idéologie malsaine et des petits de Gaulle qui se lèvent un peu partout et qui partent à Londres. C'est vrai qu'il faut arrêter de conspuer celui qui part. Parce que, d'abord, ceux qui partent ne sont pas des riches, ne sont pas des cadres, c'est tout le monde. Là, il y a eu 30 000 visas qui se sont arrachés pour le Canada en 2012. Il y avait beaucoup de chômeurs, il y avait beaucoup de jeunes diplômés. Donc, ceux qui partent, il faut arrêter, encore une fois, de les vilipender. Pourquoi la France, qui est une terre d'accueil pour les immigrés, pourquoi conspuerait-elle ceux qui s'en vont? C'est absurde. Donc, il y a des gens qui s'en vont, tant mieux. Peut-être que ceux-là ne supporteront pas un certain nombre de pathologies françaises, les avatars des 35 heures, le leadership des syndicats. Voilà, peut-être qu'ils diront non, ça ne marche. On a vu des choses à Singapour, en Angleterre, au Brésil, en Inde, dont on peut s'inspirer. Et à ce titre-là, nous espérons réformer la société française. Donc pour vous, Éric, l'émigration est une chance pour la France. Enfin, on voit bien que la société française est totalement irréformable. Même Sarkozy qui a dit en 2007 « je serai le Thatcher français », au moment des retraites, ces technocrates qui lui disaient « non, 63 ans minimum, 64 ans, monsieur le Président ». Il a dit « mais 64 ans, vous n'y pensez pas, il y aura des émeutes ». Donc même lui, le transgressif, le punk, il n'a pas osé aller au-delà de 62 ans. Ce pays est irréformable. Et vous, pourquoi vous restez en France? Je ne veux pas que tout le monde s'en aille. Moi, regardez, je fais une émission de radio aux Français. Je ne parle pas très bien anglais. J'ai 49 ans, 2 enfants petits. Je suis typiquement le type qui ne peut pas partir. Un médecin qui travaille dans Clermont-Ferrand, qui a mis 20 ans à constituer sa patientèle, il ne va pas quitter la France juste pour le plaisir esthétique d'aller en Angleterre ou au Danemark. Il faut partir si on a des rêves, des utopies, si on a des projets ambitieux, sportifs, artistiques, quels qu'ils soient, qu'on ne peut pas mener en France. Oui, il faut partir parce que l'argument qui consiste à dire « tu dois être patriote, hein, tu dois rester », il est foireux. Il faut partir parce qu'on n'a qu'une vie. Si je peux me permettre, quand vous dites « c'est pas forcément les riches qui partent », quand par exemple Depardieu s'en va, je doute qu'il touche le RMI actuellement. Et vu que c'est un symbole très fort, par rapport au fait que c'est aussi la France qui lui a permis d'en être là où il est, je trouve que c'est un petit peu dommage quand ce sont des gens comme ça qui quittent le pays. Et en plus, juste pour revenir sur Depardieu, je sais qu'il a déclaré il y a pas longtemps, la France est un pays triste. À un moment, il faut arrêter. La Russie, c'est pas le parc Astérix non plus. Moi, je ne veux pas défendre Depardieu, je m'en fiche. Vous parlez de la Russie, bien avant Depardieu, c'est avéré que sur l'année 2012, c'est très intéressant, le nombre d'expatriés, de nationaux qui ont été le plus nombreux à s'installer en Russie sont des Français, en 2012. Il y a effectivement une tentation de l'exil. Et le syndrome de l'expatriation ne concerne pas les riches. Les riches, c'est vraiment le truc que montre François Hollande pour dire « ouh, c'est pas beau ». Mais malheureusement pour lui, beaucoup de gens modestes, sans emploi, s'en vont, les 300 ou 400 000
français qui sont en Angleterre, je vous, c'est pas des milliardaires, ce sont des serveuses, ce sont des gens qui ont des petits jobs. Ce que vous oubliez, c'est qu'il y a des gens qui partent, des gens qui reviennent. Moi, j'ai rencontré par exemple des jeunes créateurs d'entreprises qui étaient partis en Grande-Bretagne. Le jour où ils ont eu des enfants, parce qu'il n'y a pas de quotient familial, parce qu'il n'y a pas d'école maternelle, parce qu'il n'y a pas de système de crèche, ils sont revenus en France vers 30-35 ans. Bon, il faut parler de tout, dire qu'on n'est pas... Vous, apparemment, vous vivez en France sans l'aimer, mais ça, c'est votre problème. Mais c'est vrai que... Vous dites pas ça, dites non, mais... C'est ce que la France devient. Non, mais s'il y a un mot qui m'a gêné, c'est exil. Ouais. Ils ont envie d'aller voir ailleurs. Non, les gens qui partent, vous leur posez la question, y compris les riches, vous dites s'il n'y avait eu que l'argutie fiscale, je ne serais pas parti. Le sentiment du désamour que ressent les élites vis-à-vis de la puissance publique, de l'État et de ce qu'incarne Hollande, il est très fort. Michel non, simplement, premièrement, c'est pas nouveau, et deuxièmement, c'est pas économique. Et on a un argument très bon pour savoir que c'est pas nouveau, c'est que quelle est la langue aujourd'hui qui a le plus essaimé des mots dans toutes les langues du monde? Le français. Réponse, c'est le français. Et personne ne le sait. Pourquoi? Et parce que l'émigration française a été très puissante à partir du Moyen-Âge. Le français s'est toujours expatrié, et c'est bien naturel. D'ailleurs, l'anglais a fait la même chose. Et deuxièmement, ce n'est pas seulement économique. C'est tout simplement parce que la plupart des métiers aujourd'hui nécessitent le voyage et la sortie. Et ce pourquoi on se fixe à l'étranger ou on reste, c'est pas pour des raisons ni fiscales, ni économiques, etc. C'est simplement pour des raisons familiales. C'est-à-dire, à un certain moment, vous êtes à l'étranger, vous tombez amoureux d'une Allemande, d'une Américaine, etc. Vous vous mariez avec elle et vous faites des enfants. Mais ces enfants, ils deviennent américains, ils deviennent japonais, etc. Et vous vous installez dans le pays. Ouais. Et vous ne revenez pas. Voilà, donc là, il t'a niqué ton bouquin, mais en 3 phrases. Au Maroc, en ce moment, il y a 300 000 Espagnols clandestins qui cherchent du boulot. Ah ouais. Et que le roi du Maroc reconduit aux frontières, c'est-à-dire en Espagne. C'est drôle. Et il y a des pays, beaucoup en Afrique, comme le Ghana, qui ont des croissances à 2 chiffres, de 15%, etc., qui commencent à attirer une main-d'œuvre européenne non qualifiée, et qui va vers ces pays-là. Je pense qu'aujourd'hui... C'est toujours l'économie. Oui, c'est toujours l'économie. On ne parle que de l'économie comme si l'économie était la seule réalité. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vraiment, d'accord avec vous, à 85%, les 15 autres %, c'est quand même... Ah, mais si vous avez raison à 15%, je vous le laisse. C'est le désamour. Je ne supporte pas la France, la bureaucratie française. Mon seul contact avec ma République que j'aime tant, c'est 3 fois par an pour payer les impôts. J'en ai marre d'être taxé. Moi, à la RMC, je reçois des coups de fil tous les jours. Il y a 2 jours, d'une commerçante marseillaise qui avait un petit commerce, 3 salariés, qui me dit « Je m'en vais désormais, KPMG et des autres solutions comptables comme ça vous présentent sur des tableaux Excel directement sans que vous demandiez les solutions d'expatriation. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des petits comptables, pas des comptables de milliardaires, qui ont leur rendez-vous biannuel avec vous, qui disent « Regardez, alors bon, c'est ça, voilà, voilà. » Il y a toujours d'arguments économiques, toujours des arguments économiques. Oui, parce qu'elle est partie. Elle est partie pour cette raison. Je ne comprends pas pourquoi, pour vous, la France est un pays que de statistiques économiques fiscales. C'est autre chose. C'est des gens qui sont sur scène, qui font de la musique, qui créent, qui écrivent, qui lisent, qui créent des boîtes, qui créent des choses extraordinaires. Vous avez une vision de la France qui est... Enfin, moi, je ne la connais pas, cette France-là. Et vous êtes quelques-uns à véhiculer une image de ce type que je ne comprends pas. Vous ne connaissez pas mon patrimoine imaginaire et intime. Comment vous pouvez dire ça? Vision de... Vous savez quelles sont mes lectures? Vous savez qui je suis? Non, mais j'ai une vision très exaltée de la France. Je lis Marcel Aimé, je lis Zola, je lis Balzac, je lis des romans contemporains, j'adore la France, je suis dialysé à l'humus français. Je ne peux pas traverser un village sans m'arrêter devant le monument aux morts en disant « Mon Dieu, et ce petit Lapeyre, Jean-Marc, qui est mort en 1916, mais qui était-il? Comment était-il? Est-ce qu'il avait des moustaches ?» J'adore la France, mais non! Là, vous faites du théâtre. Solo me connaît un peu. Est-ce que je fais pas ça, Solo? Tu t'arrêtes devant tous les monuments aux morts. Oui. Quasiment. Et tu chantes Maréchal, nous voilà. Alors, Éric Brunet, dans son livre, dit un truc énorme. Il dit, bon, il faut le dire quand même à un moment, on appelle ça l'art de vivre à la française. Mais en fait, les Français sont des gros feignants.
Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'on est un peu à rebrousse-poil du monde. Et là, c'est vrai que alors que tout le monde se met au travail, on aime bien regarder à la télévision des reportages sur en les productivité, je crois que les ouvriers français sont les premiers en Europe. Oui, c'est d'une fausseté absolue. Sur la productivité calculée sur 1 heure, c'est formidable. Sur la semaine, on est nettement moins productif. Et puis alors, ce qui compte, hein, c'est la productivité sur 1 an. Là, on se rend compte qu'on est très très loin derrière. Ouais. On est parmi les plus mauvais du monde. Mais moi, ce qui m'étonne surtout, Éric, c'est qu'il y a un immense paradoxe dans ce que tu dis. C'est que je te sens exalté par ce pays. Je sais que tu es profondément patriotique, tu aimes le romantisme français, tu aimes l'histoire de France. Et tout ça, tu ne t'en sers pas pour donner l'envie, tu pousses à un exil, comme tu dis, ce qui est vraiment un terme impropre en plus, tu pousses les gens à partir en disant il n'y a plus d'espoir ici. Mais le vrai patriote que tu sembles être devrait au contraire dire rassemblons nos forces, nos énergies, notre philosophie, notre philanthropie, notre humanisme pour faire les choses ici. Je vais te dire, moi j'aimais le dépassement de soi. Ouais. Je trouve que ce pays est devenu un pays qui promeut trop la solidarité, la fraternité, tout ça c'est important. Là, mais laissez-moi finir des phrases, juste une petite phrase, qui promeut trop l'égalitarisme, qui pour moi pathologique. Moi, je rêve d'un pays qui, dans les 10 Français préférés des Français, montre des entrepreneurs, des gens extraordinaires. Or, nous détestons, et ce pouvoir en particulier déteste tout ce qui est un peu saillant. Oui, moi il y a un désamour profond entre ce que je ressens de la France et l'exécutif français. Michel, alors, je vous laisse le soin de conclure. Je vais vous dire, la France est un pays très particulier qui a un sport favori, c'est l'autocritique. Ouais. Et tandis qu'en Amérique, il y a toujours une sorte d'autopublicité de son propre institution. Et tout le monde y croit. Finalement, ce que dit Michel Serres, c'est que le problème de la France, plus que l'égalitarisme, c'est l'autocritique, finalement. C'est une tradition chez nous. Un d'immigré et deux de dire du mal de soi-même. Mais c'est vieux depuis les Gaulois. Merci. Éric, merci d'avoir été avec nous. Bédo, merci d'avoir été avec nous. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Marielle Blanchet. Bonsoir. Bonsoir. Alors Marielle, vous avez mis au monde et vous élevez 12 enfants. Et vous racontez cette vie hors du commun dans un livre intitulé « Et ils eurent beaucoup d'enfants », publié aux éditions des Arènes, et vous nous raconterez votre histoire à 20h. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la vie ». Je suis vraiment désolé. On m'a imposé une thématique cette semaine. On me demande de faire le bilan d'une année de quinquennat. Je ne comprends pas très bien. Le type, il a 24% d'opinion positive. Enfin, c'est plus un bilan, c'est une liquidation judiciaire. Je veux dire, Enfin, il y a 1 an, il était à 55%. Le type, il perd 33% par an. Il est un type qui se prend une mine antipersonnelle, il se vide moins vite, quoi. C'est vrai, le truc. Non, je veux dire, à ce rythme-là, pour avoir encore une opinion positive, en 2017, la Sofresse va être obligée de sonder les Maliens. C'est un truc... Mais bon. Il y en a assez de mes atermoiements d'aboyeur réa, qu'on souhaite que je me rattrape, que je lui tresse des lauriers pour les 1 an du quinquennat. Des lauriers, je dirais, avec son art de froisser personne, ce sera plutôt des bouquets garnis, quoi. Ouais. Le truc, Enfin, bref. Allez. Ode au chef bien-aimé. Il y a donc 1 an, le Messie au pouvoir arriva. Mais d'où vient-il ? La légende raconte qu'il a été recueilli par un conseiller général alors qu'il se trouvait dans un panier en osier qui dérivait sur la Tulle. Bref, Guy, constatant le mollet du bonhomme, s'exclamera « Tu seras un pédalo, mon fils !» La loi sur le mariage gay était scellée. Alors, bien sûr, je rappelle aux téléspectateurs, qu'est-ce que la Tulle ? Alors, c'est une sorte de Nil qui traverse la Corrèze et dont la crue gorge régulièrement de limons fertiles les terrains de rugby. Espace essentiel à la vie du Sud-Ouest où les jeunes gamins se jettent sur des ballons en forme de suppositoire pour signifier leur sortie de l'enfance. Pas des PD chez nous. 55 ans plus tard, mai 2012, l'enfant est devenu roi. Après 10 ans de sous-bonapartisme, l'alliance des nains, des gays et des hobbits chasse le veule Sarko du palais de l'Élysée. La France respire à nouveau. C'est la liesse. Place de la Bastille, à nouveau, des drapeaux algériens flottent. Colonisez-nous, semble
crier la foule joyeusement bigarrée au son des tam-tams bretons et des you-you alsaciens. Quoi de plus naturel pour cette joyeuse troupe que de se retrouver sur l'endroit où furent construites les baumettes des rois de France. Serein et confiant, le merveilleux régent lance son programme intitulé « Le Yaka ». Yaka, à ne pas confondre avec le haka, qui est une manière pudique d'aller à la selle 2 minutes avant le coup d'envoi d'un match de rugby. Sur l'estrade, l'amour reprend sa place. Love comes back. La compagne du Cher, Valoche, surnommée Samsonite première pour les intimes, se précipite sur lui pour l'embrasser de force. Un geste qui dit tout du génie diplomatique de l'homme. Oui, Français détenu à l'étranger, moi aussi, je suis un otage. Comme le veut l'histoire, entre la France et sa première dame, c'est le coup de foudre. En une apparition, bam, elle est cramée. Et ceci sans avoir pondu le moindre album. Paré pour la guerre, notre De Gaulle 4G forme un gouvernement de combat. Chez lui, nulle ouverture. Pourquoi aller piocher dans l'opposition les incompétents qu'on possède chez soi? Mais soucieux de ménager les agences de notation, il adresse un premier signe d'apaisement au monde de la finance. Il nomme un gouvernement de stagiaires. De mémoire du huissier, jamais à l'Élysée, les photocopies n'ont été aussi belles. Entre les ministres, la concorde règne. Mais après tout, que pourrait opposer Duflo allongé sans sucre à Najat double crème ou Jean-Marc Post-it à Stabilo Valls? Les ministres plongent dans le travail, ils n'ont plus à se soucier de leur avenir. Avec l'expérience accumulée, ils pourront toujours rebondir chez Starbucks. Oh yeah, guy! Juin, le gouvernement est au travail, porté par l'énergie sans limite de Jean-Marc Ayrault. Ses talents de meneur se révèlent redoutables. Dans les couloirs, les anecdotes sont à l'image de l'homme. T'as pris de la coke? Non, j'ai vu Jean-Marc. Enfin. Jean-Marc, premier mime de France. Le handicap est représenté au plus haut sommet de l'État. Plus besoin de faire des dons au Téléthon, les impôts s'en chargent. Septembre-octobre. Requinqués, les Français retrouvent leur travail favori, c'est-à-dire sa recherche. Novembre-décembre, le changement écologique se profile. Pour diminuer la pollution automobile, on supprime sa source, c'est-à-dire les usines qui les produisent. Dans le même élan, on décrète Lorraine réserve naturelle. Florange est débarrassée enfin de ses hauts fourneaux et aux ouvriers ingrats, on propose une reconversion dans les métiers du futur. Les locaux de formation sont prêts. La mairie n'attend plus que la livraison des Minitel. Tous les ministres sont mis à contribution. Ainsi Valls, qui est chargé de reconduire les Roms dans leur écosystème naturel. Oh, petit Rome, le Rome qui a muté génétiquement. Il semble s'épanouir aussi bien sur les boulevards parisiens que sur les champs de Témissoara. S'il vous plaît, pas ici, enfin. Janvier-février. Enfin, le droit de vote des étrangers est accepté. Oh oui, Seigneur, les électeurs allemands sont d'accord pour nous accorder 1 an de délai supplémentaire pour réduire les déficits. Mais sans relance, le déficit n'est rien. Par bonheur, l'excellent Montebourg est aux manettes. Sur le mode des industries de pointe qui ont fait la renommée de l'Angleterre victorienne, il pressent l'avenir. C'est le tricot, les gars. Mais pour vendre des marinières, il faut des acheteurs. Alors on lance le mariage gay, cool. C'est un sujet qui passionne et qui rassemble comme jamais. Oh certes, un petit groupuscule de punk monogame fait la claque, mais le pays est-il assez stupide pour suivre ces gens qui prétendent qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère? Pourquoi pas la fidélité durant le mariage? Mais... Dans la foulée, le bon Hollande obtient sa première grande victoire contre la finance internationale. Après des mois de lutte, il obtient enfin la démission de Cahuzac. Mais, 1 an après son élection, le pays est sur une bonne pente. Une seule crainte hante les ministres. Avec notre talent, et si on se faisait débaucher par le gouvernement grec? Hélas, tout ce qui est beau passe trop vite. Il ne reste plus que 4 ans. Alors, elle est pas belle, la vie? Voilà, c'était Gaspard Proust. Comment ici le 1er juin. Et puis,
d'ici là, demain à 15h05 et sur canalplus.fr. Vous pouvez suivre l'actu de l'émission sur Twitter via le compte Les Terriens et le hashtag SLT. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Marielle, bonsoir. Vous êtes née le 16 octobre 1968 à Bordeaux, d'une famille hollandaise installée dans le Médoc. Votre père était dans le commerce de cuir et votre mère, femme au foyer, où elle s'occupait de ses 3 enfants. Alors, bizarrement, enfant, vous n'êtes pas du genre à jouer avec les poupées. Oui, c'est ça. J'ai 2 frères et donc on habitait dans le Médoc, dans les bois. Et donc on jouait au foot, on faisait des cabanes. Et c'est là que je me suis épanouie enfant. Après une scolarité assez ennuyeuse et un bac scientifique, vous intégrez la fac des sciences de Bordeaux. Et en 3e année, vous partez à Londres dans le cadre du programme Erasmus. Et c'est là que vous allez rencontrer Pierre. Lui fait sa dernière année d'école d'ingénieur et vous êtes dans la même résidence universitaire. Hein. Et on se côtoie tous les matins sans vraiment se voir. Et même, ça commence un petit peu comme un teenage movie, votre histoire. Un jour, vous l'entendez dire « Ma femme plantera des fleurs dans le jardin ». Alors, vous êtes très choquée, parce que vous êtes indépendante quand même. Pierre dit ça en plaisantant, et moi, je lui réponds bah, « Alors, je ne serai pas sa femme ». Et voilà. Mais finalement, Pierre gagnera votre cœur au bal, au May Ball du King's College. Pierre me demande si je veux l'accompagner au May Ball. Et je réfléchis pendant les vacances de Pâques et je lui donne une réponse positive. Et voilà. Tout a commencé comme ça. Vous vous mariez le 6 avril 1991 à Bordeaux. Vous avez 22 ans. Et 2 ans plus tard, vous êtes une jeune femme moderne qui court les rendez-vous professionnels en Europe. Oui, en fait, je commence ma carrière professionnelle dans un laboratoire pharmaceutique. Ouais. Et c'est vrai que là, on a désiré avoir fondé une famille et avoir un enfant. Ouais. Quelques mois plus tard, en découvrant votre premier test de grossesse positif, vous ressentez une vraie joie, quoi. Vous dites l'une des plus grandes joies de ma vie. Oui, je suis euphorique. Malheureusement, c'est une fausse couche. Oui. Et là, vous n'avez plus qu'une idée en tête qui vire à l'obsession, retomber enceinte. Oui, absolument. Après cette fausse couche, on se demande est-ce qu'un jour je serai mère Et effectivement, là, on se dit il faut que je tombe enceinte. Ouais. Quelques mois plus tard, vous aurez des jumeaux. Ça se passe moyennement et on doit m'arrêter. Et donc, je suis arrêtée quasiment à 2 mois de grossesse jusqu'à la fin. Ouais. Ah, c'est le bonheur, les jumeaux. C'est à la fois le bonheur et à la fois je dois m'arrêter. Donc, pour une femme active que je suis, c'est pas évident. Ouais. Alors là, avec votre mari, vous allez vivre en Hongrie parce qu'il est muté là-bas. 2 ans plus tard, vous avez votre 3e enfant. Puis ce sont les USA, 4e enfant. Ensuite, l'Allemagne, 5e enfant. Enfin, vous vous posez à Sceaux. Oui. Dans une grande maison, et c'est là que vous passerez de 5 enfants à 12. Et d'ailleurs, quand on s'est installé à Sceaux, on pensait qu'on repartirait. Ouais. Et finalement, on s'est installé là. Alors, ça fait quand même 9 années de grossesse en 20 ans. Hein. Oui, c'est ça. Ça fait un enfant tous les 650 jours, quand même. Hein. Oui, et puis c'est très, très étonnant, comme les écarts d'âge sont toujours à peu près les mêmes, surtout au début. Vous connaissez les prénoms du plus vieux au plus jeune? Oui, oui. Moi, j'y arrive pas. Hein. Allez-y. Les jumeaux s'appellent Victor et Paul. Ouais. Ils ont 20 ans, enfin bientôt 20 ans. Édouard a bientôt 18 ans. Ensuite vient Clémentine, 16 ans. Ensuite, après Clémentine, c'est Henri, 14 ans. Ensuite, nous avons Louis, qui a 12 ans. Théophane, qui a 10 ans. Félix, 8 ans. Pierre-Éloi, 7 ans. Après Pierre-Éloi, c'est Espérance, voilà. Espérance qui a 3 ans. Et ensuite, Augustin et Charles. Ah, bravo! Ah là là! Et 2 filles. Espérance, c'est parce qu'à un moment, il y a eu un problème. Donc, l'enfant d'après, vous l'avez appelé Espérance. Être enceinte vous procure du plaisir. Parce qu'on porte la vie. Ouais. Et en même temps, c'est aussi toute cette angoisse, quoi. Est-ce qu'il va naître, est-ce qu'il va naître en bonne santé? Est-ce qu'on va être capable physiquement, psychiquement de l'accueillir? Est-ce que la mayonnaise familiale va reprendre? Ouais. Et c'est toutes ces questions qu'on se pose. Vous ne pensez pas quand même que vous aimez ressentir l'effet des hormones de grossesse? Ça, je ne sais pas dire. Marielle, en étant si souvent mère, est-ce que vous ne craignez pas de devenir moins femme?
Alors c'est quelque chose pour lequel il faut être extrêmement vigilant, effectivement. Il faut faire attention donc, au reste de la famille, mais aussi à son époux, donc rester épouse. Et en même temps, on est aussi femme dans le monde. Je vous rassure, vous êtes très jolie. Hein. Merci. Non, vraiment. Alors, votre pire accouchement, c'est celui de Félix, le 7e. Alors là, vous accouchez toute seule à l'ancienne. C'était drôle, oui. L'anesthésiste, donc, ne sert à rien, évidemment. Et il vous engueule parce que vous l'avez fait venir pour rien. C'est quand même énorme. Oui, en fait, à ce moment-là, je suis donc à la clinique, j'attends, et au bout d'un moment, je dis à la sage-femme, là, je vais pousser parce que le bébé va naître. Et elle me dit, non, vous ne poussez pas du tout, sinon vous allez tout déchirer, vous allez finir en césarienne. Et je dis, si je dois pas pousser et finir en césarienne, appeler l'anesthésiste, ça ne va pas être possible. Elle va chercher l'anesthésiste, et pendant ce temps-là, le bébé naît naturellement, on se met en position, et le bébé naît. L'anesthésiste était fâché, il me dit, vous faites venir là pour rien, enfin... Oh le mec. Excusez-moi. Ah, j'adore. Désolée. Alors, quelle que soit la grossesse, en fait, c'est difficile, mais la récompense, c'est le café au lait le lendemain matin. Oui, souvent j'accouche la nuit, ça se passe souvent la nuit, et effectivement, à la fin de mes grossesses, je me dis vivement le café au lait du lendemain matin. C'est la récompense. Alors, évidemment, la question, c'est comment fait-on pour élever correctement 12 enfants? C'est une organisation quasi militaire. J'imagine que c'est le planning de la journée est hyper au point. En même temps, les 12 enfants ne sont pas arrivés d'un coup. Oui. Et donc, on s'est organisé en fonction à chaque fois. Alors, vous avez renoncé à la femme de ménage parce que vous dites qu'elle serait surmenée, donc... C'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire à la maison, et soit ce serait une femme de ménage vraiment tous les jours qui rentrerait vraiment dans leur rythme, mais bon, c'est vrai qu'il y a vraiment du boulot, soit les enfants se prennent en main, et c'est ce qui se passe. Vous les avez bien dressés, ils font pas mal de trucs, vos mômes. J'essaie. Ouais, c'est bien, bravo. Alors, financièrement, vous avez le salaire d'ingénieur de Pierre, et puis 2000 € d'allocation familiale. Oui, aujourd'hui, après les enfants vont avoir, les 2 aînés auront 20 ans, donc... Mais vous y arrivez? On gère au jour le jour, on gère serré, mais oui, on y arrive. L'intendance est très lourde. Tous les 10 jours, vous commandez 100 litres de lait, 35 baguettes, 5 kilos de sucre, 5 kilos de farine, 36 yaourts et 60 œufs, plus 200 kilos de pommes de terre par an. C'est énorme. Alors évidemment, les moments importants, c'est Noël, parce que quand il doit y avoir tous les cadeaux sous l'arbre, ça doit faire mal quand même, non? Oui, c'est un peu impressionnant, et parfois ça peut paraître un peu insolent quand même, tous ces cadeaux. Et vous devez crouler à la fête des mères sous les cadeaux de fête des mères, c'est horrible. Oui, c'est adorable. Alors, vous avez une technique qui est géniale, c'est-à-dire que les cadeaux, vous les éloignez du centre de la maison, et si personne ne les réclame, vous finissez par les mettre à la poubelle. Je les expose bien en évidence, que tout le monde puisse les admirer, qu'on puisse les féliciter. Et puis, quand c'est un peu passé, qu'on ne peut pas les accrocher au mur et qu'on ne sait pas quoi en faire, je les mets un peu dans le coin. Et puis, au bout d'un moment, quand je vois que c'est passé, je les fais disparaître. Ils vont le découvrir dans le livre, ce que vous êtes en train de dire? C'est possible. Pour les petits, oui, c'est possible. Les gens vous regardent comment dans la rue quand vous passez avec tous vos petits canards là? Souvent, les gens s'amusent, donc ils se retournent, ils commencent à compter, ils regardent. Et puis, en général, ils n'ont jamais le bon compte. Et puis, il y en a toujours un derrière qui dit non, en fait, on est 12. Ah oui. Vous voulez d'autres enfants? On a beaucoup de choses en cours à la maison, mais à la rentrée, il faudra réfléchir à tout ça. Il faut aussi dire qu'il y a à peine 50 ans, les familles de 12 enfants n'étaient pas rares en France. Ah oui? Pas du tout. 12 du côté de ma maman. Vous 13 même. 13 enfants. Vous êtes nombreux chez vous? Mais chez mon père, 11, c'était normal. C'est venu du fait que la mortalité infantile s'est arrêtée tout de suite. Auparavant, une femme avait 12 enfants pour en garder 3 ou 4. Et elle risquait sa vie à chaque accouchement. Et donc, nous sommes en présence de miracles. C'est ça que je voudrais dire, voilà. Est-ce que ces enfants vous laissent le temps quand même de vous intéresser à la marche du monde et à ce qui se produit sur le plan culturel? Tous les jours, je lis le journal. Ah ouais? Entre guillemets, j'ai l'impression de vivre une vie normale quand même. Ouais. Marie-Lise, c'est génial, non? Oui, mais j'ai eu que 3 enfants et je me dis, mince, j'ai me loupé quelque chose, là, peut-être. Enfin bon, ce que je trouve formidable, c'est d'abord une forme de sérénité et de sourire. Et voilà, ça a l'air tellement simple. Ça a l'air d'être une corvée pour Marielle. Voilà, hein? ça a l'air simple. Ouais. Et je voudrais ajouter quelque chose que peut-être les gens ne savent pas. Dans le ventre d'une femme enceinte, il y a 1 million de réactions chimiques à la seconde. Oh là là! Pour pouvoir, en effet, en 9 mois, construire des centaines de milliards de cellules. C'est-à-dire chaque femme enceinte est le siège d'un véritable miracle statistique.
Oui. Et c'est ça qui est le plus extraordinaire dans la vie, de s'imaginer l'explosion des nombres que ça suppose. Et par conséquent, il n'y a rien de plus admirable qu'une femme enceinte. Rien de plus admirable. Marielle, si c'était à refaire... On referait la même chose. Ouais. Merci de votre témoignage. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Marie-Lise Lebranchu, ministre de la Réforme, de l'État et de la décentralisation et de la fonction publique. Merci. Merci. Michel Serres pour Petite Poussette, son tube aux éditions du Pommier. Bruno Solo et la station Chambonnet de la Biche, actuellement au Théâtre Marigny. Jusqu'au 14 mai. Jusqu'au 14 mai. Dedo, Prince des Ténèbres, actuellement au Théâtre Les Feux de la Rampe. Éric Brunet, pour Sauf qui peut, chez Albin Michel. Et Marielle Blanchier pour Et ils eurent beaucoup d'enfants aux arènes. Merci. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec Made in Groland. Rendez-vous ici le 1er juin. Et d'ici là, sur canalplus.fr, avec en bonus le top des vannes, l'édito de Blacko, l'édito des Gréments et Gaspard Proust. Salut les gars. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.